Bonjour, je suis ravie de vous retrouver ce matin sur l'Oncologie Press Room développée par Algicom à l'occasion de l'ASCO 2021. Donc, ce matin, c'est notre point presse de clôture avec notre partenaire institutionnel Unicancer, que je remercie d'être à nos côtés pour cette deuxième année. Ce matin, nos experts feront plus particulièrement un focus sur les actualités dans les cancers gynécologiques, les cancers de la tête et du cou et ceux de la prostate et du poumon. Donc, nous sommes ce matin avec le docteur Olivier Trédan, oncologue médical au Centre Léon Bérard à Lyon, avec le docteur Esma Saada, oncologue médical au Centre Antoine Lacassagne à Nice, et avec le professeur Jean-Yves Blais, qui est président d'Unicancer, oncologue médical et directeur général du Centre Léon Bérard à Lyon. Voilà, donc comme d'habitude, les règles ne changent pas. Vous pouvez vous poser vos questions sur la droite, sur le chat. On les posera aux intervenants à la fin de la conférence, sauf pour le docteur Trédan qui doit nous quitter assez rapidement après son intervention. Donc, si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à le faire afin qu'il puisse y répondre avant de s'échapper. Voilà, merci beaucoup. Bonne conférence et je passe la parole au docteur Olivier Trédan. Bonjour à tous. Je vais donc rapporter quelques données des cancers gynécologiques du pelvis. Je vous ai déjà rapporté les données sur les cancers mammaires et donc là, on va s'intéresser à deux, trois données importantes présentées en oral durant cet ASCO virtuel. Première information importante, ça concerne la session plénière, a été rapportée, donc sélectionnée par le comité pour être rapportée en session plénière, une étude qui concerne les cancers du col de l'utérus, une maladie très fréquente dans la plupart des pays, notamment des pays en voie de développement. Le cancer du col localisé, lorsque la tumeur en fait est relativement installée au niveau du col et qu'elle a atteint les organes adjacents, ne peut pas être traité par une chirurgie simple. Et donc le traitement standard dans cette situation, c'est de la radiothérapie. Et cette radiothérapie est potentialisée par de la chimiothérapie. C'est-à-dire qu'en gros, les patientes reçoivent des rayons avec de la chimiothérapie hebdomadaire pendant toute la durée de la radiothérapie. C'est posé la question, il y a déjà plusieurs années, de rajouter une chimiothérapie, en plus de cette association radiothérapie-chimiothérapie, qu'on peut faire par exemple après la radiothérapie. Donc le traitement standard est de la radiothérapie potentialisée par de la chimiothérapie, et se pose la question de rajouter encore de la chimiothérapie adjuvante après la radiothérapie. En fait, il y a eu des données rétrospectives qui allaient un peu dans le sens de la chimiothérapie, et surtout un essai qui a été rapporté déjà il y a plusieurs années, qui montrait peut-être un bénéfice à la chimiothérapie dite adjuvante. Et donc, on a reposé cette question, c'est une question de stratégie importante, rajouter ou pas de la chimiothérapie pour ces femmes avec des cancers du col de l'utérus, soit des adénocarcinomes, soit des carcinomes épidermoïdes localement avancés. Et donc, on rajoutait 4 cures de chimiothérapie. L'objectif principal de cet essai était d'améliorer la survie globale des patientes. C'est important puisque au-delà du contrôle local au niveau du pelvis, ce qui est important, c'est que les patientes vivent longtemps ou plus longtemps si on rajoute de la chimiothérapie. C'est donc la question posée par cette étude et elle a été rapportée en session plénière. Il s'avère que la survie globale à 5 ans n'est pas différente qu'on fasse ou pas de la chimiothérapie en plus de la radiothérapie potentialisée. Donc à nouveau, il y a bien radiothérapie avec chimiothérapie concomitante. Et au-delà de la radiothérapie, le fait de rajouter de la chimiothérapie n'augmente pas la survie globale des patientes. La survie globale des patientes est à plus de 70% à 5 ans, et quel que soit le bras de traitement. Et donc, on a avec cette étude un nouveau standard de traitement qui est de ne pas faire de la chimiothérapie adjuvante pour un cancer du col de l'utérus qui est traité par radiothérapie potentialisée par de la chimiothérapie. Et donc, on va économiser les effets secondaires de la chimiothérapie à ces patientes qui sont souvent des patientes jeunes. Donc ça, c'était les résultats de la session plénière de cet ASCO qui concerne les cancers gynécologiques. Et puis, en session orale, je vais rapporter deux études qui sont des études françaises, qui sont des études coordonnées par le groupe des investigateurs des cancers pelviens, le gynéco groupe, avec deux études à nouveau où on teste des nouveaux médicaments. Et vous savez que les nouveaux médicaments en cancérologie dont on entend le plus parler, c'est bien l'IMI
l'immunothérapie. Un premier essai qui a été rapporté par le professeur Isabelle Ricocard testait l'ajout de l'immunothérapie en plus de la chimiothérapie en situation préopératoire. On peut dire néo-adjuvante. Vous avez des cancers de l'ovaire très avancés dans la cavité péritonéale, des carcinoses péritonéales. On fait de la chimiothérapie pour diminuer la carcinose et pour rendre la maladie résécable, c'est-à-dire qu'on peut enlever l'ensemble des nodules du péritoine et du pelvis. Le standard de traitement, c'est l'association carboplatine plus paclitaxel et a été rajouté dans cet essai, dans un bras de cette étude de phase 2, du pembrolizumab en plus de l'association carboplatine plus paclitaxel. L'objectif, c'était bien de rendre la maladie résécable, c'est-à-dire l'enlever l'ensemble des nodules du pelvis, de la cavité abdominale pour enlever l'ensemble de la maladie. L'objectif, c'était d'avoir plus de 60-70% de résécabilité et cet objectif est obtenu. On a clairement amélioré le nombre de patients qui bénéficient de la chirurgie complète à l'issue de la chimiothérapie. Cependant, dans le bras contrôle, sans immunothérapie, il y avait également un fort taux de résécabilité. En fait, c'est 70% dans le bras sans immunothérapie et 74% dans le bras avec l'immunothérapie. Donc, la différence est ténue. On n'a pas encore vraiment trouvé la place de l'immunothérapie dans les cancers ovariens en général. Et puis, la deuxième étude rapportée par le docteur Eudel au nom du groupe Gynéco concerne les cancers de l'utérus. Dans certains cancers de l'utérus, il y a la voie des œstrogènes qui est particulièrement activée et on sait que l'hormonothérapie peut être intéressante pour des cancers de l'utérus métastatiques. La question était de rajouter une thérapie ciblée en plus de cette hormonothérapie. Cette thérapie ciblée cible une molécule qu'on appelle mTOR. Il y a deux variants de mTOR, peu importe. C'était vraiment une thérapie très, très ciblée sur certains mécanismes de la cancérogénèse du cancer de l'utérus. Et donc, l'étude regardait le taux de réponse et la survie de l'association hormonothérapie plus inhibiteur de mTOR. Alors, ce médicament, malheureusement, on va arrêter son développement pour différentes raisons. Mais l'étude est positive sur son critère de jugement principal. Il fallait obtenir plus de 60% de réponse et une survie en fait sans progression de la maladie à 2 mois qui devait être supérieure à 60% et cette étude est donc positive. Ça fait mieux que l'hormonothérapie seule. Voilà. Cependant, cette molécule ne sera pas développée plus dans le cancer de l'utérus. Donc un signal d'efficacité qui nous fait dire que voilà, faire des thérapies ciblées, c'est probablement intéressant dans le cancer de l'utérus, mais les stratégies ne sont pas encore complètement établies. Voilà les principaux résultats des cancers gynécologiques, du pelvis, de l'ovaire, de l'utérus et du col de l'utérus. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Est-ce qu'on a donc des questions pour le docteur Trédan sur ces cancers gynécologiques? Bon, bah écoutez, de toute façon, merci beaucoup. Et puis, s'il y a des questions à la fin de la session, on vous les transmettra par mail. Et comme ça, vous nous répondrez, on transmettra ça aux journalistes. Sans aucun problème. Excusez-moi de devoir vous laisser. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour à tous, donc je suis Esma Saada, je suis oncologue au centre Antoine Lacasse-Ananis, comme on vous l'a dit. Alors, l'un de mes domaines de spécialisation, c'est les traitements systémiques des tumeurs de la sphère ORL. Cette année, on a eu des données qui sont susceptibles de faire changer les pratiques dans une tumeur qui est rare en Europe, mais fréquente en Asie du Sud-Est, les UCNT ou carcinomes peu différenciés du rhinopharynx. Alors, ce sont des tumeurs qui sont développées donc, au dépend du rhinopharynx et qui sont liées à une infection par un virus qui s'appelle l'EBV et qui se traitent traditionnellement par radiochimiothérapie lorsqu'elles sont diagnostiquées à un stade localisé. Et malgré ce traitement, une proportion importante, dans certaines situations jusqu'à la moitié des patients, va rechuter au niveau du site loco-régional, le rhinopharynx, ou à distance, sous forme de métastase pulmonaire ou osseuse. Et le standard thérapeutique actuel, c'est de la chimiothérapie, une combinaison de cisplatin, gemcitabine, 6 cycles. Ce standard, il nous est venu d'une phase 3 randomisée menée par plusieurs équipes chinoises,
parce que la maladie est endémique en Chine. Et ici encore, on a 2 phases 3 randomisées qui ont été présentées à l'ASCO 2021, qui présentent les données de l'ajout de l'immunothérapie à la chimiothérapie dans cette situation métastatique dès la première ligne. Alors, la première de ces études, qui s'appelle Jupiter 02, a été présentée en session plénière, ce qui est assez rare pour être soulevé pour ce qui est de la carcinologie ORL. Une étude donc internationale asiatique qui a été menée en Chine, Taïwan et Singapour et qui a comparé le standard actuel, cisplatine, gemcitabine, à la même combinaison de chimiothérapie à laquelle on a ajouté un anti-PD1, un checkpoint inhibiteur anti-PD1 qui s'appelle le toripalimab, qui est une molécule développée en Chine, qui, à ma connaissance, n'a pas été développée ni testée en Europe, et qui s'est comparée au placebo. Donc, au bout de 6 cycles, on arrête la chimiothérapie. Dans le premier bras, le standard, on poursuit avec du placebo. Dans le second, on poursuit avec l'immunothérapie qui était déjà administrée en concomitant à la chimiothérapie. Alors cet essai, il est positif sur son critère de jugement principal, qui est la survie sans progression, avec une médiane de survie sans progression à 11,7 mois versus 8 mois pour le bras placebo, avec un petit p qui est très significatif. Et la différence se confirme et elle est significative, quels que soient les sous-groupes analysés. Et on a aussi un signal assez fort au niveau de la médiane de survie globale, qui n'est pas atteinte dans les 2 bras, mais avec un hasard ratio à 0,6 et un petit p à 0,04. Alors, la deuxième étude, également une phase 3 randomisée multicentrique chinoise, est une étude sœur jumelle. Hein. On a aussi du cisplatine gemcitabine auquel on va ajouter du camrelizumab, qui est donc un autre anti-PD1, ou le placebo. Et là aussi, 263 patients inclus, on a aussi un essai qui est positif sur son critère de jugement principal, qui est la survie sans progression. La médiane de survie sans progression, elle est égale à 10,8 mois dans le bras avec ajout de l'immunothérapie, versus 6,9 mois avec un petit p qui est très significatif. Ici, par contre, pour cette deuxième étude qui a été présentée en session orale head and neck, la différence en termes de survie globale n'est pas significative, bien que les courbes soient très clairement séparées. Alors, ce qui est intéressant avec ces 2 études-là, c'est que lorsqu'on regarde les courbes de survie sans progression, mais également de survie globale, les courbes sont strictement superposées sur les 4 à 6 premiers mois de l'étude de traitement. Donc, en fait, on voit apparaître l'effet ajouté de l'immunothérapie à partir du moment de la maintenance, où là, très clairement, les courbes se séparent. Et ça, c'est important sur la réflexion que l'on peut avoir sur les stratégies thérapeutiques que l'on a en première ligne. Et c'est un peu ce qui était discuté au moment de la discussion quant à ces essais. C'est-à-dire que ce sont des tumeurs dont on sait qu'elles sont chimiosensibles. Et on a tendance à poursuivre le traitement, y compris après l'arrêt du cisplatine gemcitabine, avec la gemcitabine seule ou d'autres dérivés comme de la chimiothérapie métronomique ou de la capecitabine. Donc, il y a pas mal de données et une interrogation sur quelle est la place réelle de l'immunothérapie en première ligne, sachant que habituellement, on a plutôt tendance à poursuivre la gemcitabine en traitement d'entretien. Très clairement, on va faire bouger les lignes. On ne va plus s'arrêter sur du cisplatine gemcitabine et s'arrêter. Peut-être beaucoup d'arguments aussi dans des études rétrospectives et d'autres études prospectives non randomisées qui défendent la place d'une poursuite du traitement au minimum par de la chimiothérapie. Et puis ici, 2 phases 3 randomisées qui placent de manière très forte l'immunothérapie dès la première ligne pour ces tumeurs qui sont rares en Europe, mais fréquentes en Asie. Pour ce qui est des tumeurs plus fréquentes, qui sont les carcinomes épidermoïdes de la sphère ORL, on n'a pas eu de grosses nouvelles, rien qui fasse changer les lignes, peut-être plus d'infos au prochain congrès international, notamment au niveau de l'ESMO. Et enfin, un dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est une phase 3 randomisée dans la situation adjuvante dans les cancers du rein,
Alors, les cancers du rein sont le plus souvent diagnostiqués au stade localisé. Le traitement, c'est la chirurgie. Et aujourd'hui, il n'y a pas de traitement validé en situation adjuvante, c'est-à-dire pour prévenir la récidive. Les essais qui ont été menés avec les traitements anti-angiogéniques sont restés décevants et cette classe thérapeutique n'a pas su s'imposer dans cette situation. Et on a la première étude de phase 3 randomisée qui est la Keynote 564, qui a testé le pembrolizumab administré pendant 1 an versus placebo chez des patients qui étaient opérés d'un cancer du rein avec un risque intermédiaire ou un haut risque de récidive. Et l'étude est très clairement positive sur son critère de jugement principal qui est la survie sans récidive, avec une tendance non significative mais un signal quand même très fort qui laisse penser qu'avec un peu plus de recul, l'étude pourrait être positive, y compris sur la survie globale. Et là, très clairement, un signal très fort sur le changement des pratiques qui fait remonter les lignes, comme on l'a vu pour le mélanome, ensuite pour le cancer du poumon, peut-être pour certains cancers du sein et les cancers œsogastriques. Le cancer du rein est une nouvelle localisation pour laquelle l'immunothérapie va pouvoir être prescrite dès la situation adjuvante, c'est-à-dire la maladie microscopique. C'était les points sur lesquels je voulais revenir avec vous. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Sinon, on va peut-être faire le relais avec le professeur Jean-Yves Mia. Bonjour, eh bien merci de l'invitation et donc j'ai la charge de vous présenter la dernière partie de cette conférence consacrée davantage à des tumeurs urologiques autres et au cancer du poumon. Et l'ASCO a été assez riche cette année en informations importantes, je crois, et des informations transformantes sur la prise en charge de nos patients, avec un impact significatif sur la survie. Commençons peut-être par le cancer de la prostate, avec l'étude Vision, qui est une étude qui a été présentée en séance plénière et qui explorait dans une approche randomisée, guidée par l'expression du PSMA à la surface des cellules tumorales sur les sites métastatiques, l'application d'une thérapeutique de ligand du PSMA couplée à du lutetium-177. C'est donc une radio-immunothérapie, en quelque sorte, qui va traiter les cellules tumorales sur le site des métastases en apportant sur place un isotope capable de détruire les cellules tumorales et d'affecter l'environnement. L'étude était une étude guidée par l'expression du PSMA, encore une fois, qui exprimait le PSMA évalué par une scintigraphie au gallium. Et l'étude s'adressait à des patients porteurs de cancer de la prostate métastatique ayant échappé au traitement classique et dans une approche de randomisation qui comparait un standard of care qui était laissé à l'appréciation des investigateurs, mais qui incluait principalement des hormonothérapies. Un certain nombre de traitements étaient mis de côté avec cette approche innovante de PSMA. Étude qui rassemble un peu moins d'1 millier de patients qui ont pu être inclus et traités, étude positive sur l'objectif survie sans progression et surtout survie globale, puisque la survie globale médiane passe de 11 à 15 mois et que le P est extrêmement significatif avec un hazard ratio qui est voisin de 0,62. 0,62, ça signifie 38% de réduction de la mortalité avec cette nouvelle approche thérapeutique qui s'adresse aux patients en fin de ligne. Donc un changement assez radical, une nouvelle option thérapeutique qui améliore la survie. Je crois que comme ça a déjà été dit sur des études précédentes, la présentation actuelle est une présentation qui est précoce et sur laquelle on attend d'autres suivis. Mais de toute évidence, on a ici un nouveau standard thérapeutique et qui va s'imposer dans les années à venir sur ces patients qui étaient jusqu'à présent plutôt orphelins de toute approche thérapeutique. Toujours dans le cancer de la prostate, un cocorico avec l'étude PIS-1 présentée par le GETUC, promu par le groupe URO, Unicancer, et présenté par Karim Fizazi en session orale du groupe génito-urinaire. Cette étude est une étude complexe qui s'adresse aux patients
d'emblée métastatique, porteurs de la cancer de la prostate d'emblée métastatique. Et la question posée était statistiquement un petit peu complexe puisqu'elle comparait dans un design 2 par 2 l'introduction de l'abiraterone, la valeur de la radiothérapie, l'éventuelle interaction avec l'abiraterone et la chimiothérapie pour la prise en charge de ces patients. C'est une étude complexe sur le plan statistique, mais très claire sur le plan des résultats. Une fois on s'est assuré de l'absence d'interaction entre les traitements par abiraterone, qui était un des objets de l'évaluation, et de la radiothérapie, il est devenu possible de regarder l'impact de l'abiraterone sur le devenir des patients. Et là encore, les résultats sont assez clairs avec cette étude. On observe un bénéfice significatif sur la survie sans progression et des données très encourageante sur la survie, permettant de positionner ce médicament comme une option vraiment très raisonnable en première ligne de traitement de ces patients en phase métastatique d'emblée en combinaison avec la radiothérapie, éventuellement avec la chimiothérapie, ce qui a poussé d'ailleurs Karim Fizazi à poser la question d'un changement de traitement compte tenu de la magnitude du bénéfice observé dans cette population de patients. Donc une étude positive qui change là encore les pratiques à l'autre bout du spectre de la prise en charge des patients porteurs de cancer de la prostate métastatique, mais cette fois-ci en première intention. Alors pour les cancers du poumon, là encore les données présentées ont été assez riches. Il n'y avait pas de présentation en session plénière, mais il y a de nombreuses présentations en session orale et en poster discussion qui ont apporté des informations importantes sur deux ordres d'informations, je dirais. Le premier, la place de l'immunothérapie pour la prise en charge des patients en situation localisée ou en situation précoce, et d'autre part, la place des thérapeutiques ciblées en première ou en deuxième intention et après échec, notamment des thérapeutiques ciblées traditionnelles. Et c'est ce que l'on va voir maintenant. Peut-être la première étude est une étude vraiment très importante, c'est l'étude adjuvante Empower 10, explorant l'application d'atezolizumab chez les patients porteurs de cancer du poumon stade 1 à 3 qui avaient fait l'objet d'une résection. Étude randomisée retrouvant un gain en disease-free survival et une tendance forte pour la survie globale, établissant la valeur de l'immunothérapie dans cette population de patients comme un possible standard dans les recommandations de pratique à venir. C'est une étude qui est donc importante et ESMA vient de le dire, on est en train d'enrichir le nombre de tumeurs pour lesquelles l'application d'une thérapeutique, d'une immunothérapie en situation adjuvante améliore de manière significative l'histoire naturelle de la maladie en termes de risque de rechute et en termes de survie globale. Eh bien, cette étude vient conforter ce corpus de maladies. Et c'est assez frappant de voir tout de même que l'immunothérapie, en finalement assez peu de temps, est passée d'une approche thérapeutique transformante plutôt en dernière ligne à une approche préventive de la rechute très tôt dans un nombre vraiment croissant de maladies. Et on en a cité 3 simplement aujourd'hui. C'est un phénomène vraiment tout à fait remarquable, je trouve. On parle de l'immunothérapie pour la prise en charge des cancers bronchiques, mais les thérapeutiques ciblées sont également une stratégie thérapeutique extrêmement importante en phase métastatique, mais également en phase adjuvante. Tout le monde a en mémoire les résultats de l'étude ADORA qui explorait l'osimertinib dans la prise en charge des patients porteurs de mutations de GFR ayant fait l'objet d'un traitement leucorégional adapté. Cette année, à l'ASCO, étaient présentés les résultats d'une d'études adjuvantes avec d'autres médicaments de première génération, l'erlotinib et le gefetinib, médicaments plutôt donc de première génération et pour lesquels les bénéfices observés dans ces études randomisées sont malheureusement pas au rendez-vous. Alors, on avait déjà l'étude avec osimertinib, certes, mais pour le coup, cela montre bien que tous les inhibiteurs de tyrosine kinase ne sont pas équivalents et que les bénéfices qui sont retrouvés avec des produits de dernière génération n'étaient pas nécessairement observés, comme on le voit ici dans l'étude Impact et dans l'étude chinoise CTON 1103, ne sont pas nécessairement retrouvés avec les inhibiteurs de première génération. Pour autant, les choses bougent et les choses bougent pour les nouveaux inhibiteurs, une nouvelle classe d'inhibiteurs qui bloquent. Alors,
les voies de signalisation de différentes manières. C'est probablement une des informations importantes de l'ASCO. Lorsqu'un patient, ou plutôt sa tumeur, devient résistante au traitement de première intention, on sait que les mécanismes biologiques qui sont mis en jeu sont multiples. Ils font intervenir d'autres récepteurs, par exemple MET, par exemple HER3, tandis que pour d'autres patients, c'est la nature même de la mutation. Certaines mutations sont plutôt résistantes aux inhibiteurs même de dernière génération et nécessitent l'exploration de nouvelles classes d'inhibiteurs. On a eu deux types d'informations dans les sessions cancer du poumon métastatique avec le développement d'anticorps, en fait de combinaisons d'anticorps et d'inhibiteurs de tyrosine kinase, anticorps anti-EGFR et methlamivantamab, qui disposent chez les patients qui sont globalement résistants de résultats tout à fait intéressants en termes de contrôle tumoral, de réponse objective voisine de 30%. Et globalement, des résultats qui vont certainement être exploités et convertis en des études randomisées permettant d'établir cette nouvelle classe dans le futur. Même chose pour les anticorps anti-HER3 deruxtecan, pour lequel chez les patients osimertinib et TKI résistants, des taux de réponse là encore voisins de 30-35% ont été observés et de médiane de survie sans progression voisine de 8%. Alors, on avait déjà vu apparaître cette classe thérapeutique d'anticorps conjugués étant assez remarquable dans un certain nombre de pathologies, notamment les cancers à HER2 et puis avec de nouvelles classes thérapeutiques qui utilisent des cibles différentes, certaines étant actuellement assez populaires du fait des difficultés d'accès dans un certain nombre de pays dont le nôtre. Mais en tout cas, on a ici une nouvelle approche qui donne des résultats tout à fait remarquables en exploitant une compréhension en profondeur des mécanismes de résistance aux inhibiteurs de tyrosine kinase. Et je dirais à peu près la même chose pour un nouveau produit qui porte le joli nom de DZD 9008, qui est un inhibiteur spécifique des formes mutées par insertion sur l'exon 20 de GFR, pour lequel d'un taux de réponse rapporté est proche de cette fois-ci de 50% et constitue une nouvelle approche thérapeutique chez les patients qui ont soit échappé au traitement classique, soit connus pour être résistants à ces traitements. Donc là encore, un arsenal qui augmente pour la prise en charge des patients en phase avancée ayant échappé au traitement de première intention. C'est assez frappant de voir que les cancers du poumon sont fragmentés en des entités moléculaires rares mais accessibles à des traitements spécifiques. Et pour chacune de ces entités, on a finalement un nombre assez rapidement croissant de différents médicaments capables de bloquer les mécanismes de résistance et qui ensuite sont d'ailleurs transférés à d'autres pathologies utilisant les mêmes oncogènes. Voilà, on aurait pu dire beaucoup d'autres choses sur les sessions génito-urinaires, prostate et cancer du poumon, mais les informations principales, en tout cas que j'ai choisi de vous présenter, étaient celles-ci. Donc, changement de pratique pour le cancer de la prostate, positionnement croissant de l'immunothérapie en situation adjuvante et néoadjuvante pour les cancers bronchiques et apparition de nouvelles thérapeutiques ciblées pour les formes résistantes dans les cancers bronchiques équipés de mutations de récepteurs tyrosine kinase. Et je serai heureux de répondre à votre question, à vos questions. Merci. Pardon, merci beaucoup. J'ai une première question pour vous, professeur Blais. Quels ont été les apports de la recherche ARN messager en oncologie cette année? Est-ce qu'il y a eu des annonces particulières à l'ASCO à ce sujet? Alors, c'est une approche qui reste, qui n'est pas utilisée exclusivement pour les virus, pour le virus, qui est encore en exploration. Alors, je dois dire que je n'en ai pas vu à titre personnel, mais je n'ai pas fini de faire mon travail à la maison de compilation et de recherche sur les études précoces, et donc je n'en ai pas qui me viennent immédiatement en tête. Je suis en revanche assez persuadé que l'on va voir arriver cela pour un certain nombre de pathologies, y compris des pathologies avec des mutations sur des gènes identifiés ou des gènes identifiés tels que des récepteurs tyrosine kinase mutés ou sur d'autres types de pathologies. Mais je ne peux pas répondre à cette question, je n'ai pas fait mon homework. Je suis persuadé que ça va arriver en tout cas dans les mois et dans les années à venir.
C'est vrai que vous nous avez tous présenté un certain nombre d'études sur la place de l'immunothérapie. Est-ce que vous pourriez nous refaire, juste pour que tout le monde comprenne bien, un tout petit point sur l'apport de l'immunothérapie en général dans les cancers métastatiques, notamment suite à ce que nous a présenté le docteur Tredan et ce que vous nous avez présenté tous les deux aussi? Est-ce que quelqu'un juste peut nous refaire un petit point sur… Ouais, c'est assez énorme, hein, si on tente de faire ça. Je pense qu'on va, mais on peut essayer de résumer. Je vais Voilà. lâchement commencer par l'adjuvant et puis je laisserai Esma switcher sa première ligne métastatique. Mélanome, poumon en situation adjuvante et néoadjuvante, cancer du rein, on vient de le voir, sont des pathologies pour lesquelles ces traitements vont donc intervenir très tôt et ont un impact sur la survie sans rechute et vraisemblablement sur la survie globale, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux déjà démontrés. En première ligne métastatique, la liste est vraiment longue. Alors, il y a deux listes, hein. Il y a la liste où est-ce que c'est remboursé dans notre pays, et il y a la liste qu'est-ce qui est démontré dans la science. Esma? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que, du coup, là, vous ne pouvez pas nous en vouloir de ne pas tous vous les citer. Il y a au moins une trentaine de localisations tumorales. Si ce n'est pas l'histologie, c'est l'organe, dans lesquelles l'immunothérapie a montré de manière formelle son activité dans au moins 2 études distinctes. Par contre, le gros souci, c'est d'avoir accès à ces molécules. Et ce souci, il est d'autant plus important dans les situations de tumeurs rares. Une tumeur rare, par exemple les UCNT, pour nous, c'est une tumeur rare. On a 2 études qui ont été menées en Chine. Ça n'a pas été un souci de transférer le standard depuis la Chine vers l'Europe ou les États-Unis, tant qu'il s'agissait de faire de la chimiothérapie qui ne coûte pas cher. Mais aujourd'hui, lorsqu'on va vouloir améliorer la prise en charge de nos patients en rajoutant un anti-PD1, le souci, c'est l'accès à ces molécules du fait de leur coût. Donc, dans l'absolu, finalement, ce serait presque plus facile de citer les localisations dans lesquelles les checkpoint inhibiteurs anti-PD1 utilisés en monothérapie n'ont pas montré leur activité. Alors, dans ces exemples-là, il y a par exemple le cancer de la prostate, le cancer du pancréas, certaines hémopathies, encore que les lymphomes, il y a une activité. Sinon, pour toutes les autres, que ce soit en monothérapie, en anti-PD1, anti-PD1 ou en association CTLA4, on a une activité qui est de l'ordre de 10 à 25% utilisée en monothérapie. Et cette activité, elle augmente quand on enrichit la population avec des biomarqueurs. Alors, le plus simple à utiliser, c'est l'expression de la protéine PDL1 au niveau de la tumeur, au niveau du micro-environnement tumoral, qu'on teste avec de l'immunohistochimie. Puis il y a des biomarqueurs qui sont un peu plus complexes, on va dire, qui se tiennent compte de la charge mutationnelle, de l'instabilité microsatellitaire ou encore d'autres mutations de gènes particuliers, qui montrent qu'en fait, il y a une activité qui est pléiotropique, qui est transversale en cancérologie, en cancer métastatique, et qui vient en fait du mécanisme d'action de cette nouvelle classe thérapeutique, qui, contrairement aux cytotoxiques ou aux thérapies ciblées, qui étaient des molécules qui se dirigeaient vers la cellule tumorale, l'immunothérapie et ces anticorps monoclonaux en particulier, en fait, cible la modulation du système immunitaire qui réapprend d'une certaine manière à combattre les cellules tumorales et à les identifier comme des éléments de danger et à les détruire. Donc, la question, c'est pas est-ce que où marche l'immunothérapie? Potentiellement, l'immunothérapie va marcher partout. Le tout, c'est de trouver la bonne clé pour la bonne serrure. Aujourd'hui, on a identifié une voie qui semble être majeure, celle du PD1, PDL1, et donc il y a un prix Nobel, ça vous le savez. Et potentiellement, on peut élargir à toutes les tumeurs cette approche-là, et c'est effectivement vraisemblablement la voie la plus prometteuse pour les maladies avancées. Et la bonne nouvelle, c'est que ça marche aussi pour les maladies qui ne sont pas métastatiques. Oui, c'est un peu ça qu'on me demandait aussi, c'est-à-dire est-ce qu'on va vers une extension de l'immunothérapie dans de nouvelles indications pour éviter les rechutes, c'est-à-dire en adjuvant directement, sans que ça soit forcément des maladies métastatiques d'emblée. Alors, on va avoir besoin d'essais. Hein. Moi qui fais beaucoup d'ORL, notre premier essai publié, c'était à l'ESMO de l'année dernière. Maladie localement avancée, au risque de rechute, traitée par radiochimiothérapie, plus immunothérapie ou adjuvant. La première étude est clairement négative.
Alors, les hypothèses que l'on a, c'est peut-être que l'une des spécificités de ces cancers ORL, c'est qu'on est obligé d'irradier une grosse zone qui comprend des ganglions et que peut-être qu'on interfère avec l'activité de l'immunothérapie dans cette situation-là. D'autres essais sont attendus, vraisemblablement cette année ou plus tard l'année prochaine. Et ça va nous aider à comprendre aussi comment ça marche, cette classe thérapeutique dans cette situation de la maladie microscopique. Merci. Oui, je vous en prie. Je pense qu'il y a vraiment deux scénarios un peu différents, hein. Le premier scénario, c'est celui de l'immunothérapie dont on parle tous, là, qui est une immunothérapie où on réactive en fait une réponse immune qui était préexistante dans l'organisme et qui était rendue inefficace par la présence des cellules tumorales, par différents mécanismes. Et ce que Esma vient de dire, c'est qu'au fond, il s'agit de trouver les bons biomarqueurs pour repérer ceux qui l'ont, cette réponse. Et si on arrive à la retrouver, eh bien, il n'y a pas de raison que l'application précoce de ces traitements, donc spécifiquement en situation adjuvante ou néo-adjuvante, n'ait pas d'impact. Donc ça, c'est un gros bloc de travail. Il y a un deuxième bloc de travail qui est celui, d'ailleurs, je vois que c'est une des questions qui est en train d'émerger, qui est celui de la construction d'une réponse immunitaire qui n'existe pas. C'est le rôle des CAR-T-cells ou des cellules T modifiées. Alors, je réponds à une des questions qui est dans le chat, pour dire qu'il y a quelques résultats des études de CAR-T-cell thérapie qui sont présentées. Là, n'est pas traditionnellement un endroit où beaucoup d'études sont présentées au niveau CAR-T-cell, mais globalement, on voit que ça marche sur ce type de pathologie lorsqu'on a l'expression d'antigènes spécifiques auxquels la lignée ne peut pas échapper, typiquement CD19 pour les lymphocytes B, quelques antigènes pour le myélome, qui est la prochaine pathologie pour laquelle les CAR-T-cells vont être intéressantes. Ce qu'on a vu cette année à l'ASCO, c'est pour élaborer une réponse immune qui n'existe pas, c'est la manipulation de lymphocytes T que l'on transfecte par un récepteur qui reconnaît les cellules tumorales, c'est-à-dire ce n'est pas des CAR-T-cells où on met une structure complexe qui reconnaît les cellules tumorales, mais qui n'est pas un récepteur formellement comme un récepteur T. Là, c'est des lymphocytes T du donneur, de la personne à qui on met un récepteur qui va reconnaître les cellules tumorales. Et dans une pathologie dont on s'occupe en plus avec Esma, qui sont les sarcomes, il y a une preuve du concept qui est vraiment très élégante, explorant, alors, chez des gens d'un groupe tissulaire particulier, HLA-A2, mais c'est 50% de la population, en tout cas dans notre pays, et sur une pathologie qui s'appelle synovial-sarcome, qui exprime un antigène qui s'appelle NY-ESO1, et qui donne des taux de réponse assez remarquables, et surtout des réponses très durables, avec ces thérapeutiques qui sont des cellules T du donneur modifiées, et que l'on convertit pour les rendre capables de reconnaître les cellules tumorales. Mais là, on élabore artificiellement une réponse immune. Deux approches donc très différentes. Donc, vous nous avez parlé des CAR-T-cells, c'était la dernière question sur le chat. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres précisions à demander à nos deux intervenants? C'est le moment. Bah, écoutez, je demande à Alexandra. Alexandra, est-ce qu'on a d'autres questions? Non, bah écoutez, il ne semble pas. Attendons quelques secondes, me dit-on. Le temps que les questions arrivent. Une des questions, Esma, tu l'as dit déjà, mais avec l'étude chinoise, quel va être ton prochain standard pour ton prochain UCNT, pour le coup? Qu'est-ce que tu vas lui proposer? Alors, moi, en fait, mon standard, c'est pas celui de l'essai, c'est pas celui du Lancet, et j'étais heureuse de voir que d'autres spécialistes font la même chose que moi. C'est-à-dire que lorsque j'estime avoir obtenu la meilleure réponse que je peux obtenir, après 4 ou 6 cycles de bithérapie, je poursuis avec de la gemcitabine de toute façon. D'accord. Ah oui, d'accord. Et donc, ce que j'essaye d'avoir en deuxième ligne aujourd'hui, c'est que mon directeur me finance un anti-PD1 pour ces tumeurs qui surexpriment de toute façon très fortement le PDL1. Donc, de toute façon, je fais de l'immunohistochimie dessus. Si demain, je peux rajouter un anti-PD1 dès la première ligne, je ne sais pas si je vais le faire. Alors, l'argument, c'est que ça ne rajoute pas tellement à la toxicité. Ouais. Donc, ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Ouais. Mais que l'apport en termes
de gains sur la survie sans progression et sur la survie globale par rapport à ce que nous faisons en réalité pour cette tumeur qui est très chimiosensible n'est pour l'instant pas vraiment démontré. Alors les Chinois ont une telle force de frappe dans cette localisation qu'ils pourront vraisemblablement monter cet essai-là. Comparer la maintenance avec la gemcitabine ou la capecitabine, enfin ce qu'on fait habituellement, par rapport à une immunothérapie avec un anti-PD1, c'est une question qui est vraiment intéressante. Et un élément de réponse, c'est qu'on ne voit pas le plateau des anti-PD1 dans cette situation-là. Lorsque les groupes se séparent dans les deux essais, dans les deux phases 3, on n'a pas de plateau avec l'anti-PD1. Donc, je suis vraiment aujourd'hui pas tout à fait convaincue que cette maintenance avec l'anti-PD1 fera vraiment dramatiquement mieux qu'un traitement séquentiel avec une maintenance avec de la gemcitabine suivie d'une immuno à la rechute, à la progression, pardon. Ouais, donc la prudence, plus d'études pour savoir. D'accord, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais. Tu as raison, en fait, pour eux, c'est une tumeur fréquente, donc on va attendre de voir ce qu'ils disent. Hein. Et on les suivra. Je réponds au chat. Oui, c'est ça, c'est bien les spearheads. Hein, mais le spearhead, c'est un nom, comment je le qualifierais de imagé. Ce n'est pas un acronyme particulier, c'est juste pour dire qu'on a armé des lymphocytes avec un javelot, en l'occurrence, SPEAR, pour leur reconnaître les cellules tumorales. Le principe, c'est des lymphocytes T modifiés, autologues. Et donc, la différence entre CAR-T-cell et lymphocytes T modifiés? Alors, dans les CAR-T-cell, ils ont fait toute une construction moléculaire qui n'est pas un récepteur T formellement, hein, qui est une construction moléculaire qui permet en gros de planter directement un démarreur dans le lymphocyte T, et puis le simple fait qu'il y ait la clé qui est sur le lymphocyte B, ça déclenche le démarreur. Là, on est sur un mécanisme presque plus physiologique, c'est-à-dire que chaque cellule T, lymphocyte T, a son récepteur à lui. Donc, on prend les lymphocytes T du donneur, on rajoute par transfection, par le même mécanisme, hein, mais un récepteur T, donc on est sur un lymphocyte normal, simplement des lymphocytes normaux, ils ont deux récepteurs, et ils sont capables de faire leur job de lymphocyte normal sans grosse différence avec le job que font les lymphocytes T pour reconnaître nos cellules infectées par Covid-19, par exemple. Donc, c'est quand même un peu différent, c'est d'ailleurs techniquement plus compliqué et un peu plus limitant, parce qu'il faut que ça soit dans un contexte HLA donné. Le récepteur T, il reconnaît les cellules tumorales d'un patient qui est HLA-A2, selon le groupe tissulaire, sur lequel 55% de la population française est HLA-A2. Et pour les gens qui ne sont pas HLA-A2, il va falloir qu'on trouve une autre solution. Donc, il y a d'autres solutions qui sont à l'étude, utilisant des lymphocytes qui ne sont pas autologues. On pourra parler de ça à une autre occasion. Le point clé, c'est que ça marche aussi dans les tumeurs solides, voire même, c'est vraiment très transformant dans cette tumeur solide-là. Donc, affaire à suivre. Il y a plusieurs protocoles qui sont actuellement en cours. Est-ce qu'il y a d'autres avancées dont vous souhaiteriez nous faire part avant qu'on se sépare, l'un ou l'autre? Je crois que les autres ont été déjà évoqués aux conférences de presse précédentes. Moi, j'avais une dernière question, pardon. Justement, en conférence de presse précédente, on nous a, et vous en avez reparlé aujourd'hui, on a beaucoup cité le concept de néoadjuvant et potentiellement aussi avec l'immunothérapie. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que vous pensiez que ce soit la chimiothérapie ou l'immunothérapie a de plus en plus de place en néoadjuvant? Je pense qu'il faut répondre à deux. Ouais. Vas-y, Esma. En ORL, on a beaucoup de petites études des phases 2 avec 20, 30, 40 patients qui montrent qu'on peut avoir une réponse objective, mesurable sur le scanner et sur la pièce d'anatomopathologie, pour les patients qui vont être opérés ou alors ceux qui vont avoir des biopsies sériées. Mais aujourd'hui, l'amplitude de la réponse, elle ne suffit pas à convaincre sur l'éventuelle modification d'un standard dans cette situation-là. C'est-à-dire que déjà, la chimiothérapie, on utilise le TPF, n'a su s'imposer que dans une situation extrêmement particulière qui est la préservation laryngée, qui n'est pas du tout la situation la plus fréquente que l'on rencontre dans les néoplasies ORL. Et puis pour le reste, on a mis 10 ans, mais on a démontré que ça n'apportait
pas plus quand on faisait la balance bénéfice-risque qu'une radiochimiothérapie standard. Aujourd'hui, pour l'immunothérapie en néoadjuvant, il y a quand même un risque, c'est que la majorité des patients ne vont pas avoir une réponse objective à l'immunothérapie utilisée seule. Et que dans cette situation d'une maladie localisée que l'on voudrait traiter avec un traitement à visée curative, que ce soit la chirurgie, la radiothérapie ou la combinaison des deux, faire qu'on va laisser grossir la tumeur et donc potentiellement passer à côté de la possibilité d'un traitement curatif ou d'une chance de guérison, ça fait hyper sélectionner les patients dans ces essais-là. Donc, c'est des études qui sont très intéressantes à faire pour la recherche, pour comprendre comment fonctionnent ces molécules-là dans ces situations-là, puisqu'on arrive à avoir des prélèvements sériés, des analyses avant-après, mais qui pour l'instant ont du mal à s'imposer en termes stratégiques dans ces situations-là. Moi, je pense qu'Esma a dit vraiment le point important. Ça a une valeur. Ça a une valeur qui est variable, très variable quand même sur les tumeurs. Il y a deux cas de figure finalement. Est-ce que c'est opérable? Oui, non. Si c'est opérable, qui est une chirurgie standard en règle générale, la valeur principale du néoadjuvant va être de traiter précocement la maladie métastatique infraclinique, mais également de comprendre sur la pièce de résection chirurgicale quel est l'apport potentiel biologique de l'immunothérapie. C'est donc une approche qui reste une approche recherche. Lorsque la tumeur est en revanche non opérable ou localement avancée ou mutilante, tout ce que l'on veut, là l'objectif va être de réduire le volume de la lésion et de ne pas rater le moment où on pourrait avoir une stratégie curative. Donc on va avoir un débat qui n'est pas un débat très qui ne peut pas être général, quel que soit le type de cancer. Il va être très dépendant de l'organe et du rôle de la chirurgie. Par contre, quelque chose qui est transversal, c'est que on peut raisonnablement penser que l'application d'un traitement très précoce, en tout cas une logique biologique, sur la base de ce que disait Esma, la compréhension de qui va effectivement élaborer une réponse immune qui va être adaptée. C'est là-dessus que vont porter les travaux à venir, même si des études avec des screens, avec un criblage des patients, une sélection des patients qui a pas été excellente, ont été négatives, ça ne doit pas nous décourager. Il faut travailler davantage sur c'est qui les patients qui vont effectivement en bénéficier. Et ça, c'est une tendance lourde que l'on va voir probablement pour beaucoup de maladies, si ce n'est la totalité. On l'a vu sur le cancer du sein encore pour l'immunothérapie, alors qu'on ne s'y attendait pas nécessairement pour les triples négatifs, par exemple. Je termine avec une question sur le coût des traitements en immunothérapie. Est-ce que c'est un facteur limitant et est-ce que les choses vont évoluer favorablement? Favorablement, je ne sais pas ce que vous voulez dire par favorablement. Nous médecins, ce qu'on veut, c'est donner le traitement qui marche et qui sont démontrés actifs et qui sont disponibles de l'autre côté de la frontière à tous nos patients. Pour l'instant, on voit qu'on a quand même quelques difficultés dans ce domaine-là. Hein. Le nombre d'indications remboursées, le nombre d'indications démontrées, il y a un facteur très différent. Hein. Ça, c'est un problème. C'est vrai que le coût est un problème, mais enfin, ce qui coûte, c'est surtout des traitements qui ne marchent pas. Hein. Et continuer des traitements qui ne marchent pas pour éviter de payer un coût, c'est de la mauvaise gestion. Parce qu'on a beaucoup de traitements qui ne marchent pas. J'ai envie de vous poser la question. Quand on travaille sur le traitement des années 70, comme c'est encore le standard pour un certain nombre de pathologies, et qu'on a des traitements des années 2020 et qu'on ne peut pas les avoir, oui, on a des traitements qui marchent moins bien que les nouveaux traitements. Ça peut arriver. On va pudiquement ne pas donner la liste. Merci. Bon, je sais que vous avez tous des obligations qui vous attendent, donc on va clôturer là cette session. Merci beaucoup à vous deux et merci aussi au docteur Trédan qui n'est pas avec nous. Donc, merci à Unicancer qui a été notre partenaire et qui nous a aidé à décrypter ce congrès ASCO 2021. Merci à nos partenaires laboratoires, les laboratoires AstraZeneca, Bristol Myers Squibb et Janssen. Et merci à vous, journalistes, qui nous avez suivis pendant ces 3 jours et qui avez relayé nos messages dans les médias. Voilà, et j'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine pour ASCO 2022, qui risque, comme vous le disiez, professeur Blais, d'être en mi-présentiel, mi-digital. Voilà, c'est ce que je peux comprendre. Mi-présentiel, mi-digital, ça va être formidable. Très bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir à toutes et tous. Au revoir.